Une journée pour préparer cet effet. Bref, la saison 2 d'Umbrella Academy est enfin là, donc autant en parler de suite. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui pour la première fois nous allons parler de la série Umbrella Academy, sortie à l'origine sur Netflix le 15 février 2019. Mais nous allons plus principalement parler de la saison 2 sortie le 31 juillet 2020, donc hier si tout se passe bien, mais bien évidemment je vais en profiter pour faire un petit crochet sur la première saison. Mais sachez que j'ai découvert tout ça il y a en réalité très peu de temps. Donc tous ceux qui ne connaissent pas ce titre que j'invite quand même à découvrir sont forcément là pour la partie no spoil, c'est pourquoi je vais pitcher un peu le tout. Tout démarre en 1989. Le même jour, pas moins de 43 bébés naissent mystérieusement d'un coup, et ce provenant de femmes qui à la base n'étaient pas enceintes, l'allégorie de la Vierge Marie. Enfin c'est pas dit que toutes les femmes sont vierges, en tout cas elles n'étaient pas enceintes. Ainsi le milliardaire Reginald Hargreaves décide d'adopter 7 de ses enfants. Il les adopte pour par la suite créer l'Umbrella Academy et fonder une sorte de confrérie de super-héros. Mais au final, tout ne se déroule pas exactement comme prévu, c'est-à-dire que les enfants grandissent et finissent par se disperser, donc la volonté du père adoptif ne se réalise jamais. Et à l'occasion de la mort mystérieuse également du père, Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanilla ainsi que le numéro 5 se réunissent pour comprendre l'origine de ce drame. Mais c'est finalement un enjeu encore plus important qui va les rassembler pour de bon. Je parle bien sûr d'une potentielle apocalypse. Tout d'abord, sachez que j'ai créé cette chaîne YouTube dans le simple but d'être totalement transparent avec les gens qui me regardent, donc je me dois d'être extrêmement franc, mais Umbrella Academy est une série que je trouve nulle à chier. Je déconne, on se calme. J'ai souvent tendance à dire que Netflix a du mal à proposer des programmes marquants, à part quelques-uns qui se démarquent vraiment de la masse, comme la série Dark. Et la plupart du temps, on se retrouve souvent avec des séries plutôt bonnes, et voire même très divertissantes, mais assez oubliables. Et pour le coup, je pense qu'on peut le dire, Umbrella Academy est une série vraiment marquante. Elle se démarque miraculeusement bien de la masse de par toutes ses qualités que je vais énumérer tout au long de la vidéo. Mais ceci dit, je tiens à préciser qu'il m'a fallu quand même la moitié de la première saison avant de me plonger pleinement dans l'histoire. Certains personnages sont un peu longs avant d'apporter de l'intérêt, je pense par exemple à Klaus, que je n'aime pas beaucoup. Je le trouve un peu insupportable sur les bords alors qu'il s'agit d'un des personnages les mieux développés. Je pense surtout que ça doit venir probablement du jeu d'acteur. J'aime beaucoup son histoire, mais lors des phases drama, cet acteur ne parvient jamais à relancer un peu de sérieux, à côté de tous les autres personnages qui, eux, parviennent à apporter un peu plus de drame. Mais ce n'est pas plus grave pour autant. Autre chose qui me dérange, et là pour le coup, c'est juste une question de goût, car c'est la thématique à part entière de la série, je parle bien sûr du voyage dans le temps. Le problème du voyage dans le temps tel qu'il est présenté dans cette série est qu'il casse, selon moi, beaucoup d'enjeux. Il n'y a plus de codes ou de règles qui se tiennent vraiment quand on sait qu'on peut remonter le temps à tout moment. Et la série n'hésite pas à casser certains développements de personnages juste à cause du voyage dans le temps, mais encore une fois, je précise, ça fait partie de la thématique de la série en elle-même. Donc c'est juste une question de goût et je ne peux pas juger ça. Et à côté de ça, les chorégraphies de combat sont tellement bonnes qu'on dirait presque du sucre pour les yeux. Mais on aura tout le temps de rediscuter de la réal qui est à mes yeux un vrai régal à regarder. Donc, sachez que la première saison nous avait laissé sur un cliffhanger bien sale. Et ça tombe bien, car nous allons pouvoir parler tout de suite de la saison 2. Ok, je viens juste d'atterrir dans un endroit à plus de 30 degrés. Je sens que ce tournage va être délicieux. Alors j'en profite pour faire une petite précision que j'avais oubliée, cette série est donc adaptée d'une bande dessinée. Bande dessinée du même nom que je n'ai jamais lue. C'est pourquoi je fais appel à tous les connaisseurs pour me faire part de leur avis dans les commentaires. Et tout comme la première saison, cette suite est donc dotée de 10 épisodes de 50 minutes environ. Et je dois avouer que dès que j'ai commencé tout ça, j'ai eu un dégueulis de notes tellement que j'avais de choses à dire. Donc l'introduction met déjà bien dans l'ambiance avec des héros qui réapparaissent dans différents endroits à différents moments.
de 1960 à 1963. Et pour dire vrai, la structure narrative est vraiment parfaite. Les scènes s'emboîtent bien dans leur enchaînement avec le croisement de chaque personnage avant de tous se retrouver. Et je peux vous garantir qu'écrire un scénario comme ça étendu sur 10 épisodes, c'est vraiment très compliqué. Bon, même si je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais les voyages dans le temps, dans cette série, c'est pas du dark. Là, on est plus proche de quelque chose du même style que Retour vers le futur. Enfin, on a l'air de s'en foutre un petit peu des paradoxes, les personnages font un peu ce qu'ils veulent, sans trop se soucier de l'impact que ça pourrait avoir dans le futur. Mais bon, voilà, c'est un choix artistique. Les méchants de la première saison, j'entends bien Chacha et Hazel, qui me font un peu penser aux méchants de Utopia. Where is Jessica Hyde? Ne seront donc pas de la partie dans cette suite. Entre parenthèses, concernant les personnages justement, je me reconnais un peu dans celui de Luther, notamment sur le physique de la deuxième version, pour les poils. Et d'ailleurs, personne n'a l'air choqué de son corps difforme dans les années 60. Tout va bien. Et Klaus, quant à lui, est en train de devenir stylé. Enfin, en tout cas, dans sa forme finale présentée dans l'introduction. Mais cela dit, sa métamorphose d'hippie prophète m'a fait beaucoup rire. D'ailleurs, je profite de ça pour remettre les choses un peu dans leur contexte. Je me souviens parfaitement dans ma vidéo The Old Guard qu'on m'avait soupçonné d'être homophobe, soi-disant parce que j'ai remis en question des personnages qui sont gays, en disant clairement qu'ils ne sont pas du tout intéressants, juste là pour le quota d'homosexuels. Alors forcément, ça a fait jaser quelques-uns, à quoi je rebondis avec la série Umbrella Academy, justement par rapport au personnage de Klaus qui lui est largement plus intéressant. Bon, même si encore une fois j'ai du mal avec le caractère joué par l'acteur, j'insiste toujours pour dire que c'est un des personnages les mieux développés. Il n'est pas là juste pour le quota de personnages gays, il est là pour raconter une histoire. La relation Klaus-Dave est pour moi extrêmement intéressante. Je dirais même plus que c'est la romance qui m'a le plus captivé dans toute la série. Donc prenez-vous bien ça dans les dents, tous les gens qui me soupçonnent d'être homophobe ou je ne sais quoi d'autre. La vérité est que ces gens sont juste fermés d'esprit sur le débat concernant la présence de ces personnages. Bref, parenthèse fermée. Pour rester sur Klaus, le seul truc qui me dérange, c'est peut-être l'utilité de son pouvoir que je trouve pas franchement ouf à côté du reste de l'équipe. Dans toute la série, ça ne lui a servi que pour faire apparaître Ben et quelques autres éléments. Et ça fait énormément tâche à côté de Vanilla qui, elle, est complètement pétée. D'ailleurs, bon, je peux le dire, hein, je pense qu'on est entre nous, mais j'étais amoureux de Ellen Page. Notamment depuis Inception, bon un peu moins depuis qu'elle commence à ressembler de plus en plus à Robocop. Et regardez Juno, s'il vous plaît. Voilà, c'est vraiment un film plein de bonne humeur. Et parmi tous les personnages, on se rend compte que 5 est en fait l'un des plus importants de tous. Et je pense que c'est pour ça que c'est également un de mes préférés. Et la saison 2 mettra en lumière l'origine de quelques personnages, je pense par exemple à Pogo, ou même Maman, ou devrais-je plutôt dire Grace. Pour revenir sur le sujet de l'introduction, je pense qu'on peut se le dire, ça pète. Vraiment, ça pète avec un plan séquence des enfers pour mettre en scène une version fantasmée des héros tels que nous les connaissons, mais avec un esprit d'équipe totalement fonctionnel. Et cette suite bénéficiera toujours de la même réal. J'entends par exemple les plans larges à très courte focale, qui, qu'on le veuille ou non, collent au côté un peu cynique, humour noir de la série. La déformation de l'image à certains moments contribue à la caricature de manière générale, parce que oui, c'est une série à prendre au second degré, raison pour laquelle il ne faut pas prendre au sérieux toute cette histoire autour du voyage dans le temps. Et la caméra accompagne toujours aussi bien les chorégraphies de cascades et de combats lors des scènes d'action. On appréciera également la très belle reconstitution des années 60 de l'Amérique, principalement de Dallas. On respire vraiment l'atmosphère de l'époque à travers l'écran, et ce autant dans les décors que dans les costumes. Franchement, les costards cravates avec des chapeaux, moi ça me fait bander. Et tout comme son prédécesseur, on va balancer à tout va des reprises de musique, et ce pour renforcer l'ambiance, mais après je dois avouer que je ne suis pas forcément très fan de reprendre des musiques pour des films et des séries. Je trouve que ça fait un petit côté un peu prétentieux. Mais cela dit, ça aurait été un peu dommage de ne pas le faire. Après, évidemment, on va apporter quelques thèmes originaux, et ça marche très bien. Pour conclure très rapidement, avant de passer à la partie spoil, donc là je m'adresse vraiment à tous ceux qui n'ont pas encore vu la saison 2. Moi, en ce qui me concerne, l'introduction m'a envoyé beaucoup de rêves. Je trouve l'ensemble au niveau de la première saison, malgré un léger coup de mou en s'approchant de la fin. Mais dans tous les cas, ça mérite vraiment son coup d'œil. Et à tous ceux qui n'ont pas vu du tout la série, même pas la première, regardez-la. Franchement, ça vaut le coup. Même si, attention, ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Sur ce, tous ceux qui ont vu la saison 2, c'est parti pour la partie spoiler.
Fatigant, hein. Il faisait plus de 30 degrés dans ma pièce. Maintenant, avec mes lumières, il fera 40 degrés. Ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Bon, j'avoue, au départ, j'ai vraiment pris 1 milliard de notes, donc je vais plutôt structurer un peu tout ça, en commençant par faire le point sur ce qu'il s'est passé dans cette saison 2. Tout d'abord, la série reprend pile là où elle nous avait laissé. Donc, je rappelle, Vanya, en 2019, a fait péter la Lune, qui explose la Terre, mais les héros se sont téléportés en 1960 pour empêcher ça. Ils sont donc tous coincés dans cette époque à Dallas. Mais pas tous exactement dans la même date. Mais la fin du monde a finalement été déplacée le 25 novembre 1963, 3 jours après l'assassinat de John F. Kennedy. Et lors de son atterrissage, Vanya a perdu la mémoire en se faisant renverser par une voiture. L'occasion idéale d'innocenter à nouveau ce personnage qui sera très important pour la suite. La directrice, quant à elle, se fera rétrograder de la commission et développera donc une haine incommensurable envers 5. Et c'est ainsi qu'on va introduire le nouveau personnage de Lila, qui en plus de développer une relation amoureuse avec Diego, nous apprendra par la suite qu'il s'agit en fait de la fille adoptive de la directrice. Elle tente d'infiltrer le groupe d'Umbrella Academy juste pour les manipuler afin de les piéger plus facilement. Et j'ai presque envie de dire telle mère, telle fille, car cette dernière est presque aussi tarée que sa mère. Les protagonistes vont donc devoir s'adapter chacun de leur côté en fonction de leur époque, là où ils ont atterri, dans bien évidemment le contexte des années 60, et ils vont devoir se rassembler à nouveau afin d'empêcher une bonne fois pour toutes l'apocalypse. L'apocalypse qui cette fois-ci ne sera pas causée par des fragments lunaires, mais plutôt par des événements en chaîne d'une guerre nucléaire. Du côté de Klaus, ce dernier va tenter de convaincre la version encore vivante de Dave de ne pas s'engager dans la guerre du Vietnam. Et ce, d'une part parce que ça ne sert à rien et qu'il est voué à une mort certaine. 5, quant à lui, accepte de passer un marché avec la directrice pour la remettre en tête de la commission afin d'empêcher l'apocalypse. Et évidemment, il se fait trahir, l'incitant à trouver un nouveau plan. Et twist, on apprend que Vanya est en fait une fois de plus à l'origine de l'apocalypse, même celle de 1963. Quoi qu'il arrive, les événements se reproduisent de la même façon à chaque fois, et pas uniquement à cause de la commission. Enfin, je rappelle que la commission, c'est un peu une sorte de brigade temporelle, une police du temps. Et pendant que Vanya retrouve la mémoire, elle partage une connexion avec Alan, et ce dû à un bouche à bouche pour le sauver, donc il faut croire que c'est contagieux peut-être. Et moi je les veux bien ces pouvoirs, il suffit juste d'embrasser la douce Ellen Page. Au final, dans toute cette mascarade, c'est Ben, mort, qui parviendra à faire en sorte que Vanya reprenne ses esprits. Je rappelle que Ben n'apparaît que grâce au pouvoir de Klaus, et c'est ainsi qu'une fois sa mission accomplie, il disparaît pour de bon. Putain, j'ai chaud, je transpire, je sens des gouttes de sueur traverser mon t-shirt là, c'est horrible. Fait chaud, hein, je vous l'ai dit ça ? Et c'est maintenant Vanya, les pieds sur terre, qui va tenter de calmer Alan. Alan qui lui aussi perd totalement le contrôle de ses pouvoirs pendant que la directrice apparaît pile à ce moment-là, avec sa fille. Et c'est justement là qu'on apprend que twist, Lila est en fait une des enfants dotées de super pouvoirs. Super pouvoirs qui consistent à plagier ceux des autres. Et elle est bien déterminée à venger ses parents morts tués par 5. 5 qui a tué ses parents de manière totalement aveugle alors qu'il était commandé justement par la directrice. Cette dernière a exigé qu'on tue ses parents justement pour voler Lila. Donc par la suite, la directrice meurt et 5 commence à reprendre le contrôle de la situation en développant son super pouvoir consistant à remonter dans le temps quelques secondes auparavant. Merci Reginald pour le conseil. Hein. Après cette bataille, Vanya finit par réabsorber son pouvoir du corps de Alan, même si visiblement il a l'air d'avoir conservé quelques séquelles à la fin, et je pense que ça donnera lieu à un nouveau scénario pour une saison 3. Les héros rentrent chez eux, tout est bien qui finit bien, mais en fait non. La saison 2 nous laisse donc sur le cliffhanger suivant. Les protagonistes atterrissent dans une version alternée de 2019 avec Reginald en vie et Ben également. Ces derniers, en plus de ne pas avoir l'air très commodes, sont donc aux commandes de ce qu'on appelle la Sparrow Academy. Et ça aussi, ça fera l'objet de la saison 3. Et cette saison 2 nous a également apporté des informations supplémentaires concernant le personnage de Reginald Hargreaves, si je ne me trompe pas. On sait donc que Reginald fait partie d'un comité appelé la Majestic 12. Comité qui a justement commandé l'assassinat de Kennedy. Et Reginald étant en désaccord décide de quitter sa propre comité secrète en dévoilant sa véritable identité. Reginald Hargreaves est en fait
un alien de Men in Black. Mais genre littéralement, enfin je trouve que si on pourrait pousser un peu plus loin les théories, je pense qu'il y aura moyen de développer la fameuse théorie que l'univers de Men in Black colle parfaitement avec celui de Umbrella Academy. Bon, j'extrapole et je m'éloigne, mais on peut toujours rêver. Je voulais revenir un peu sur le personnage de Vanya qui est devenue finalement une lesbienne. Et honnêtement, donc je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve ça un peu dommage car j'ai vraiment l'impression que Netflix ne parvient jamais à créer de vraies relations d'amitié homme ou femme entre des personnages sans en faire des homos. En plus, c'est bien là pour te rappeler que les hommes à l'époque c'était forcément des alcoolos dépressifs, misogynes et homophobes par la suite, histoire de compléter le tableau. Mais en plus, c'est super bizarre car au début, on essaye de créer un peu d'empathie pour ce personnage masculin qui montre justement qu'il était devenu un alcoolo dépressif à cause du poids du système sur ses épaules. Mais au final, le fait de le transformer en personnage misogyne à la con, extrêmement caricatural et insupportable, est un peu dommage à mes yeux. Je pense qu'il y avait vraiment moyen de se servir de ça pour créer au contraire un personnage beaucoup plus intéressant qui nous explique pourquoi cette époque-là était misogyne. Mais au final, on s'en sert juste comme archétype machiste oubliable. Et franchement, j'insiste, je trouve ça vraiment dommage. Et puis c'est pareil, on va également en profiter pour faire un petit crochet sur la lutte de la libération des Noirs lors des années 60. Donc c'est très bien puisque ça colle parfaitement à l'ambiance de l'époque, surtout à Dallas évidemment. D'ailleurs, on appellera ici la lutte des droits civiques avec Allison, ce que je trouve beaucoup plus approprié. Mais après, on essaye de nous faire croire que le combat des Noirs à l'époque n'a eu absolument aucun impact aujourd'hui. Donc oui, le combat continue, mais ne nous faites pas croire que tout ce qui s'est passé avant n'a servi à rien. Mais après, faut pas oublier que derrière, au scénario, on a Lauren Smith Eastridge, autrement dit Miss Progrès 2020. Et pour passer sur un autre sujet, j'en ai déjà parlé, mais Vanya est tellement pété que je me demande vraiment à quoi sert toute l'équipe. Ce personnage est tellement craqué qu'il faudra forcément trouver une solution dans la saison 3 pour tenter de brider celle-ci, et ce de manière à ajouter un peu plus d'enjeu, car n'oublions pas que Vanya s'est tournée du côté des gentils. Donc les méchants vont s'en mordre les doigts. Oh putain, j'ai chaud. Dernière phase, allez, on y croit. Donc forcément, je pense que vous l'avez compris, les 10 épisodes de cette saison 2 symbolisent plus ou moins les 10 jours avant l'apocalypse. Apocalypse qui ne manquera pas de nous faire part de quelques clins d'œil par exemple à Terminator avec le fameux « Suis-moi si tu veux vivre ». Et forcément ce clin d'œil à Terminator ne sort pas de nulle part puisque ça concerne le voyage dans le temps. On nage en pleine période de la présidence Kennedy et de la guerre du Vietnam, ce qui fait parfaitement bien les liens avec les événements de la première saison, notamment l'assassinat du président et la relation développée entre Dave et Klaus. Relation qui est encore une fois pour moi très bien écrite. Mais la première saison avait elle aussi ajouté quelques petits éléments enfouis que je trouvais vraiment très intéressant à analyser, comme par exemple le fait d'avoir pris une actrice plutôt vieille pour jouer Agnès. On manque de temps, on approche de la fin et il faut donc en profiter pour croquer la vie à pleines dents, et ce avec Hazel. D'ailleurs, tout tourne autour du temps, autant littéralement que métaphoriquement. Autre détail intéressant par exemple dans la première saison est celui de Allison qui retire ses lunettes pour que le flic la reconnaisse dans la première saison, ce qui montre bien que les super-héros n'existent plus, sont partis, car là on reconnaît un super-héros à son masque posé sur les yeux. Ici, Allison avait besoin de retirer ses lunettes afin de montrer ses yeux aux policiers pour qu'ils puissent la reconnaître. Ou encore autre détail dans la saison 2 avec un espèce de plan où on voit Allison et Luther se serrer et où tous les figurants ont disparu uniquement sur ce plan large, comme si la présence de monde n'avait absolument aucune importance pour ces deux protagonistes. On s'en fout de ce qui se passe autour. La première saison était plutôt basée sur le rejet social et l'écriture marchait vraiment bien de ce côté-là, alors que la saison 2 adopte la thématique de Netflix actuelle, centrée sur le progressisme. Donc ça plaît ou ça ne plaît pas. C'est tout pour cette vidéo, je pense avoir plutôt bien développé l'ensemble, et je ne vous cache pas que je suis sacrément fatigué et que je vais en baver pour le montage, surtout avec cette chaleur. Encore une fois, je trouve cette deuxième saison réellement au niveau, on ne s'est pas foutu de notre gueule. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Je suis également intéressé par l'avis de ceux qui connaissent la bande dessinée, histoire d'en savoir un peu plus de ce qu'il en est concernant le travail d'adaptation sur la bande dessinée. Si vous avez aimé ou non cette saison 2, faites-m'en part dans les commentaires, je lis tous les commentaires, soyez-en sûrs. On se laisse ici, en attendant je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.